On attaque alors donc. Eh ben, on peut y aller. Au niveau timing, c'est bien, on est bien. Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, Alain Guillot, j'ai été présenté tout à l'heure. Je suis plongé dans le RGPD depuis un certain nombre d'années, malgré le fait que ça a été mis en place il y a que 2 ans. Mais voilà. Donc le RGPD, c'est quand même un sujet qui paraît très opaque et très complexe. Et très important, et c'est pour ça que je suis content qu'on puisse le faire ensemble aujourd'hui, de démystifier un petit peu ce sujet. Et moi, ce que je vais essayer avec vous aujourd'hui, c'est de vous le simplifier au maximum. Et je vous ai fait une sélection donc des informations clés à connaître, d'accord, pour une bonne mise en conformité dans 98% des cas. C'est-à-dire que toutes les informations que je vais vous donner là, elles vont vous permettre de, j'espère, vous débrouiller un peu seul maintenant et d'avoir un meilleur éclairage en sortant de cette réunion. Et en même temps, on va aborder, comme le disait Sandrine tout à l'heure, on verra les principaux termes à connaître, parce que ça aussi, ça fait partie de la complexité du sujet. Il y a des termes qu'on ne connaît pas forcément, et derrière, il y a des choses assez simples. Et donc, c'est important que vous les connaissiez aussi pour bien comprendre le RGP. Voilà. Donc, on va s'accompagner avec une petite présentation. Donc, je vais vous partager l'écran. Normalement, c'est mon écran, c'est ça. Non, c'est pas celui-là. Tac, tac. Où est-ce qu'il est? Ah, comme par hasard. C'est normal que je ne le trouve pas. Mince, je ne vois pas le PowerPoint. Sandrine, je ne sais pas si tu m'entends. Si. Est-ce que... Je peux le partager moi aussi. Écoute, bon, comme ça, j'aurais préféré avoir la main dessus, mais je vois le Google Chrome. Ah, voilà, ouais, d'accord. C'est le tien, ça? Ça, c'est le mien, oui. D'accord, ok. Bon, écoute, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Je te laisse le lancer simplement. En mode présentation, voilà. C'est bon là ou pas? Vous le voyez comment? Oui. Parce que du coup. Attends. Oui, bien. Ouais, ça va. Bon. Ok, donc je prends la main, je le lance. Je peux lancer le. Je ne l'ai pas en plein écran, par contre, excuse-moi. Attends, vas-y, tu as le contrôle à distance, normalement, c'est bon. Alors, attends. Je n'arrive pas à cliquer sur la mise en. Tu peux juste me lancer le. Ah, comme par hasard, c'est normal. Bon, attends 2 secondes. Je suis désolé, c'est normal. Hein. En général, ça commence toujours comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez en mode diaporama. Oui, c'est bon. Hein. Oui, très bien. Sinon, on peut démarrer. Hein, si, Vous l'avez en mode diaporama? Il n'est pas en plein écran parce qu'il y a la page de gauche avec toutes les diapos. Si tu peux le réduire ou. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je ne suis pas en plein écran là. Non, alors il n'est pas en plein écran. Non, il n'est pas en mode, tu sais, en mode. Oui, non, bon, ça, on voit. Sinon, tu réduis, si tu peux réduire à gauche. Non, c'est l'inconvénient en fait des doubles écrans. C'est-à-dire que moi, je l'ai bien en diaporama, mais sur mon deuxième écran. Et ça, j'ai jamais réussi à régler le problème. Bon, ah, c'était bon. C'était bon, c'était bon. Ah, mince. Comment est-ce que tu as fait? Sinon, je vous le mets comme ça. Hop. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'aura pas l'animation. C'est un peu plus embêtant. Ah oui, c'est ça. Attends, voilà, c'est bon. C'est bon. OK. Ah, bah là, c'est tout. Bien, j'ai la main. Donc, OK, RGPD. Donc, d'abord, la première chose, c'est que veut dire RGPD, puisqu'il y en a certains qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Donc, je vous ai fait juste un petit point sur le sujet. Pardon, voilà. Donc, le RGPD, ça veut dire Réglementation générale sur la protection des données. C'est quelque chose qui existe, donc qui a été mis en place au niveau européen depuis 2018, mais c'est quelque chose qui a été géré déjà en France depuis 1978. Toutes ces informations sur les données personnelles, on en avait déjà pris conscience en 1978 parce qu'à l'époque, on voulait mettre des numéros d'identification pour chaque personne de la population. Et à l'époque, c'était Valéry Giscard d'Estaing qui était président et qui a décidé de dire il faut quand même contrôler ces informations. Donc voilà, donc ça a commencé en 1978 et en 2018, on a accouché donc une réglementation générale au niveau européen.
j'arrive pas à faire avancer, pardon. Voilà. Donc, l'objectif de ce RGPD, c'est essentiellement de renforcer le contrôle sur nos données personnelles. Donc, ça, vous l'avez bien compris, à partir du moment où les données personnelles sont dans la nature, ça peut partir partout, n'importe où, à n'importe quel moment, et il faut qu'on arrive à suivre ces défis. Donc, l'Europe a décidé que ça concernerait tous les organismes, quelle que soit la taille, donc on parlait tout à l'heure des associations, hein, quelle que soit la taille, qu'il y ait une personne dans l'entreprise ou 250, on est obligé de gérer le RGPD. Quel que soit aussi son pays d'implantation et son activité, qu'elle soit publique ou privée, à partir du moment où il traite des données personnelles, pour son compte ou non, mais surtout des données personnelles qui appartiennent aux pays européens. Pour l'instant, le RGPD n'est qu'européen. Il faut savoir qu'il y a des pays comme les États-Unis qui réfléchissent à d'autres RGPD, mais nous sommes les seuls à gérer les données personnelles de cette façon-là et d'une façon aussi carrée. Alors souvent, ils se sont inspirés de nous pour faire leur propre RGPD. Je pense que ça ne va pas tarder. Voilà. Donc ça, c'était la petite notion RGPD pour vous faire une petite explication sur son origine. Ensuite, je vais vous faire un petit constat. Je suppose que nous sommes tous conformes à RGPD depuis le 25 mai 2018, donc je pense que vous devriez l'être. Alors, je ne sais pas qui dans l'Assemblée l'est ou pas, mais en tout cas, c'était la date de démarrage de la conformité RGPD. Le deuxième point, c'est que nous avons un suivi optimal des données personnelles à chaque instant. Alors, effectivement, ça c'est important, on est censé maîtriser les données personnelles de chacun depuis déjà 2 ans, à tous les moments, et savoir où elles sont, où est-ce qu'elles sont stockées, et à quel moment je les supprime. Donc voilà un peu, si vous voulez, la démarche dans laquelle vous êtes aussi. Donc c'est bien, vous avez ces 2 points-là, vous êtes pour l'instant conforme. Et enfin, nous sommes susceptibles de démontrer notre mise en conformité en cas de contrôle de la CNIL, en présentant, bien entendu, mon registre des traitements ou mon registre de sous-traitants. Là aussi, si vous avez ces 3 points-là, vous pouvez éventuellement prendre un café à la main pour nous suivre. Par contre, pour les autres, on va continuer à avancer dans le sujet. En fait, les autres, voilà à quel point vous en êtes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse conformité RGPD qu'on voit au fond, et on aimerait bien l'atteindre. Et donc, en fait, ce qu'on va faire là, pendant ces petites demi-heure, 3/4 d'heure qui nous restent, je vais vous expliquer comment arriver à cette situation-là, à la situation d'être conforme. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner quelques exemples de par l'expérience que j'ai des mises en conformité sur la Nièvre, et j'ai fait quelques entreprises avec certaines beaucoup de personnel, d'autres un peu moins, mais vous allez voir qu'on retrouve des attitudes que vous retrouverez peut-être dans vos secteurs d'activité vous-même. Par exemple, le premier en interne, le premier exemple qu'on peut trouver, c'est le code d'accès à l'ordinateur qui est souvent collé sous le clavier. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon récurrente, quelle que soit l'entreprise, hein, quelle que soit la dimension. C'est vrai que bon, ça paraît pas dangereux comme ça, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Ensuite, la deuxième chose, par exemple, dans des cabinets médicaux, vous pouvez voir sur certains écrans la liste des noms avec les numéros de téléphone portable de certaines personnes à contacter. Alors, il peut y avoir des médecins dedans. Donc, ça aussi, c'est pareil. C'est des choses qu'on constate assez régulièrement, pas que dans les cabinets médicaux, hein. Mais le fait de laisser accrocher aussi sous forme de post-it ou coller au scotch des listes nominatives avec des informations de contact personnel, ce sont des choses qu'on retrouve de façon vraiment récurrente. Ensuite, alors là, bon, c'est un exemple pour les gens qui sont dans la comptabilité ou dans la paye. J'ai travaillé dans une entreprise donc, pour faire justement la mise en conformité RGPD, et eux distribuaient
des feuilles de paye, donc non pas sous enveloppe, mais qui venaient de sortir de l'imprimante, dans des casiers ouverts des personnes qui étaient dans une salle où il y avait les casiers avec les noms des gens dessus. Ils distribuaient chaque mois les feuilles de paye comme ça. Donc, c'est quelque chose pareil qu'on essaye, qu'on détecte au passage et qu'on essaye de résoudre. Et puis, les deux derniers qui sont les plus représentatifs, c'est l'agence immobilière qui a votre dossier client puisque vous allez acheter une belle maison. Donc, vous lui avez fourni vos feuilles d'impôt, vos 3 bulletins de salaire. Dessus, vous avez toutes les informations, bien entendu, personnelles et à la fois personnelles, mais aussi des informations financières qui vous sont personnelles. Donc, toutes ces données personnelles, elles sont à disposition, soit directement sur le bureau de l'agent immobilier, soit juste posées derrière sur le petit meuble bas. Vous savez, ils ont toujours un petit meuble bas derrière, sur lesquels ils mettent leurs affaires. Voilà, donc ça veut dire que ces informations-là sont accessibles par n'importe qui. Et enfin, le cabinet comptable. Alors là, cabinet comptable, c'est quoi? C'est essentiellement, souvent, on a des cabinets comptables externes, des gens qui font la paye pour vous. Ils vous renvoient toutes les feuilles de paye sous format PDF dans un fichier qui, une fois sur deux, n'est sûrement pas protégé, je suppose. Ils vous envoient ça, ils vous envoient aussi des documents de comptabilité par mail, de la même façon. Et puis, vous les stockez, ce qui fait que n'importe qui rentre sur vos mails actuellement sur votre ordinateur, récupère 1 an ou 2 ans de paye de l'ensemble du personnel et en même temps peut récupérer l'ensemble des éléments concernant votre comptabilité avec des données qu'on n'aime pas partager en général. Voilà en gros ce qui peut se passer au niveau interne. C'est quelques exemples de mauvaises attitudes, je dirais, qu'on peut rencontrer. Et puis, il y a une deuxième partie dans ces exemples, et notamment une partie, puisque maintenant on est très concerné par ça, en télétravail. Alors, je ne sais pas si vous, dans vos activités, vous avez des personnes qui sont en télétravail. C'est compliqué parce que c'est quelque chose qui nous est tombé dessus. Personne n'y était préparé vraiment. Donc, ce qui est compliqué, c'est la partie technique, bien entendu, puisque c'est elle qui va donner aussi une certaine source de sécurité. Mais en même temps, on serait censé, d'après la CNIL qui gère le RGPD, on serait censé donner un petit livret à chaque personne qui part en télétravail pour qu'elle ait les bonnes attitudes et les bons réflexes. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez pris en compte, mais il va falloir aussi intégrer ça dans votre réflexion. Donc, c'est des exemples comme je laisse mon écran accessible. Alors, ça veut dire que mon écran n'est pas verrouillé et là, n'importe qui peut aller s'amuser dessus, à supprimer des fichiers, notamment les enfants de 5 et 6 ans adorent les claviers. Je ne verrouille pas automatiquement mon écran. C'est-à-dire que là, n'importe qui, pareil, peut utiliser l'écran, son fils, sa fille, pour aller faire tout et n'importe quoi et éventuellement, également, transférer par hasard un gros fichier qui contenait des informations très, très importantes. On ne maîtrise rien dans ce cas-là sur l'utilisation des fichiers qui sont stockés sur l'ordinateur. Et Dieu sait qu'il y en a, puisque le grand spécialiste de l'utilisateur, c'est de faire des copies de copies de copies. Et donc ça, on le retrouve assez régulièrement. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que quand on est en télétravail, on va se mettre des routines qui ne sont pas forcément respectueuses du RGPD. Et donc, on verra par la suite que quand on a un interlocuteur dans l'entreprise ou une personne désignée qui est capable de répondre à ce type de questions, ça facilite grandement aussi les choses. C'est-à-dire qu'une personne qui va partager des données personnelles, on l'oblige à avertir le responsable qu'elle veut envoyer des données personnelles, de quelle façon doit-elle le faire? Alors ça doit être dit oralement, mais ça doit être aussi inscrit dans votre petit livret de télétravail. Et enfin, maintenant, on va passer à l'action. Est-ce que tout le monde me suit toujours? Oui, oui. Il n'y a pas de problème? Pour l'instant, ça va? Vous n'avez pas de questions? Non. Eh bien, écoutez, donc ça veut dire que ça reste clair, alors? Tout à fait. OK. Bon, alors, on va passer à la suite. Donc ça, c'était les exemples de mauvaises attitudes. Alors, maintenant, je vais vous faire un petit rappel simplifié des bases de la mise en conformité. Donc là, on va tourner sur quelques slides, juste pour que vous compreniez bien, d'une part, les termes utilisés, et enfin, derrière, comment on va utiliser
les informations qu'on va découvrir. Alors, d'abord, il faut savoir qu'en France, le RGPD est géré par la CNIL. C'est le rôle de la CNIL. Elle a un rôle fédérateur et en même temps, elle doit appliquer les règlements qui passent au niveau européen et en plus appliquer dessus les propres règlements de la France. C'est-à-dire que chacun a le droit de modifier légèrement la loi européenne pour l'adapter à son contexte. Donc, eux, ils sont censés faire ça, mais en plus, ils vont faire une sensibilisation et un accompagnement. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de mettre à disposition un certain nombre d'informations et aussi des outils, comme on parlait tout à l'heure, on utilise en général le registre de traitement que donne la CNIL. Je sais qu'il y en a qui le font et c'est très bien. Il faut mieux rester dans ce que définit la CNIL au niveau des saisies et de ce qu'il conseille que d'essayer de faire soi-même, en plus simple. Ça sera toujours plus facile de leur expliquer qu'on a mal renseigné que plutôt que je n'ai mis que ça. Vous allez voir qu'ils posent des questions, mais elles ont toujours une raison d'être posées. Et plus on colle à ce qu'ils demandent, mieux c'est. Voilà. Et enfin, ils ont une autre activité qui est dans l'accompagnement. Ils mettent des MOOC, des e-learning sur lesquels on peut accéder sur leur site, que vous avez peut-être dû voir déjà ou faire, je ne sais pas, qui sont d'abord très bien faits et qui ensuite vous donnent toutes les informations complètes concernant le RGPD. Et il y a un certain nombre d'heures quand même, parce que je l'ai fait, ça prend du temps, mais vous verrez que ça peut aussi vous apporter des données intéressantes. Deuxième point, c'est eux qui gèrent en France la certification, c'est-à-dire qu'ils ont défini les points de référentiel en matière de certification, notamment pour ce que l'on verra après, les DPO, les DPD, les délégués à la protection des données, et on verra après quel est leur rôle. Et ça, c'est leur activité. Et ils font aussi les agréments des entreprises qui ont le droit de faire des organismes certificateurs, qui ont le droit de faire passer ces certificats. Donc, ils ont une double activité, sensibilisation, accompagnement, la certification, et le dernier point, le troisième, le contrôle et sanctions. C'est plutôt la partie la plus noire de la CNIL. On en entend beaucoup parler, mais vous verrez que ce n'est pas si terrible que ça. En fait, ils font des contrôles en ligne ou sur site. Et puis après, une fois qu'ils ont fait les contrôles, ils peuvent faire des mises en demeure, alors publiques ou non publiques. Et là, c'est très important parce que finalement, on s'aperçoit souvent que ce n'est pas les mises en demeure. Les mises en demeure publiques sont parfois plus gênantes que les mises en demeure financières. Et enfin, les amendes administratives. Là, pour ceux qui connaissent, ça va jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires au maximum, et je reviendrai dessus après, vous verrez que vous n'atteindrez, j'espère pour vous, jamais ce niveau. Et après ça, sinon, pour les grosses entreprises, ça va au maximum à 20 millions d'euros. Voilà, j'ai été un peu précis sur mes chiffres, mais c'est exprès, c'est pour que vous soyez, souvent on entend des choses qui sont fausses, je voulais repréciser pour que vous ayez des bonnes informations. Voilà, donc ça, c'est le rôle de la CNIL. Ensuite, quel va être l'interlocuteur dans la structure? Alors, que ce soit une association ou une entreprise ou dans le public, il faut qu'il y ait un interlocuteur. Alors, l'interlocuteur, voilà, ça va y arriver, voilà. L'interlocuteur dans la structure professionnelle, c'est ce qu'on appelle le responsable de traitement, à la base. Donc, on désigne un responsable de traitement, ou alors, par défaut, s'il n'y a pas de responsable de traitement désigné, c'est le chef d'entreprise ou le responsable de service. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Qu'en fait, si jamais il y a un problème dans l'entreprise et que la CNIL se retourne sur vous, ça va être le responsable de traitement qui va être responsable. Et en l'occurrence, s'il n'y a pas de responsable de traitement, c'est le chef d'entreprise. C'était la première petite précision. Donc, cette personne-là, elle, va gérer toute la mise en place et le suivi du registre de traitement, en général, et va suivre toutes les demandes éventuelles qu'il pourrait y avoir autour du RGPD. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que je fais de ces informations-là? De quelle façon je pourrais les traiter? Lui est là, est censé faire ça pour vous.
Il peut y avoir aussi plusieurs responsables de traitement, puisqu'il peut y avoir des services marketing, un service marketing qui a son propre responsable de traitement. Il peut y avoir aussi plusieurs responsables de traitement parce qu'il peut y avoir plusieurs entreprises, entités commerciales dans certaines entreprises. Donc voilà, les responsables de traitement, en général, ils sont seuls, mais ils peuvent être plusieurs aussi. La suite, c'est la personne la plus importante dont on entend toujours parler. C'est le délégué à la protection des données. Alors, il peut être interne ou externe. Hein. Certaines structures ont des délégués, enfin des DPD internes, d'autres en externe. Et eux, leur rôle est complètement différent du responsable de traitement. En clair, pour vous donner un exemple rapide, le responsable de traitement va saisir et va saisir les registres de traitement, et le délégué à la protection des données, lui, va l'aider à créer cette future saisie et à bien vérifier que tout est bien saisi à l'intérieur. D'accord? Donc, il y en a un qui fait et l'autre qui réfléchit. Franchement, je préfère être le DPD, hein, mais bon, c'est après ça, chacun ses plaisirs. Et il y en a certains qui font les deux. Il y en a certains qui sont à la fois DPD et en même temps responsables de traitement, mais on ne leur dit pas ils sont DPD en fait. Mais ils font les deux, on est obligé de faire les deux activités dans tous les cas. Voilà. Donc, en général, dans une structure, une petite structure, on a un responsable de traitement. Les délégués à la protection des données, c'est bien dans le public parce qu'il faut savoir que dans le public, il y a des analyses plus pointues sur les données personnelles à réaliser que dans les structures privées. Et dans les structures privées, il faut voir ça à partir du moment où on a des données personnelles à grande échelle. J'entends par là qu'il faut que ça représente soit des données sur 2000, 3000 personnes, la France entière, ou alors un gros pourcentage par rapport à une région. C'est-à-dire si on avait les données personnelles de 80% des habitants de la Nièvre, ça serait une grande échelle. Et ça pourrait être. Et si c'est par contre tous ceux qui ont des vaches noires et blanches dans la Nièvre et que ça représente 200 personnes, c'est pareil. On pourrait appeler ça aussi une grande échelle. Voilà, c'est par rapport à la thématique et à la superficie également. Donc là, j'espère que vous n'avez pas trop perdu, mais en clair, le DPO ou le DPD, c'est vraiment pour des structures qui ont beaucoup d'informations. Par contre, ce sont des personnes qui conseillent, qui sont là pour vous conseiller aussi. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de les prendre ponctuellement ou qu'ils interviennent régulièrement. Voilà, vous avez tout compris sur la partie responsable de traitement, délégué à la protection des données. Je ne vous fais pas une formation, mais voilà, c'était juste pour vous préciser un peu les choses. Donc, je vais passer à la suite. Alors, le terme le plus important, la donnée personnelle. Qu'est-ce que la donnée personnelle? Je vérifie juste, attendez 2 petits instants. Oui, merci. Il va falloir que j'accélère un petit peu parce que je ne suis plus dans mes délais. Voilà, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Alors. C'est là où on fait le petit sondage. Voilà, c'est là où on va avoir un petit sondage. Pour vous, alors c'est toute donnée permettant d'identifier directement ou indirectement une personne. D'accord? Donc, on vous a préparé un petit sondage qu'on va vous donner. Vous aurez 2 minutes pour répondre et puis on se reparle après. Ouais, ça va aller vite. Hein. Alors, normalement, vous devez cliquer sur les petites cases qui vous sont proposées. En fait, l'objectif, c'est de, voilà, d'après vous, dans la liste qu'on vous propose, quelles sont celles qui font partie des données personnelles. Alors, je ne sais pas si sur le smartphone, vous pouvez voir le sondage. Si c'est bon? Oui. Oui, c'est bon, d'accord. Oui, c'est bon. J'ai répondu. 3, 5. J'ai répondu aussi. Hein. Donc, je pense que c'est bon. Tout le monde a fait le tour ou je vous laisse encore un petit peu de temps? Si c'est bon, hop, on va mettre fin au sondage.
et partager les résultats. D'accord. OK. Alors, donc, numéro de sécurité sociale, forcément, hein, ça tout le monde est d'accord, c'est un numéro qui permet d'identifier n'importe qui. Numéro de téléphone aussi, puisque derrière votre numéro de téléphone, vous avez vous-même. L'adresse de mail de contact d'une entreprise, ça par contre, ce n'est pas une donnée personnelle. Quand il y a marqué contact @ nom de société, ça ne permet pas de trouver quelqu'un. Le nom de famille, bien entendu, c'est quelque chose qui permet de vous retrouver. Le nom de domaine d'un site internet, non, parce que ça ne permet pas d'aller trouver une personne en particulier. L'adresse mail nominative, bien entendu, c'est une donnée personnelle. Et les coordonnées d'une société, non, ce n'est pas une donnée personnelle, puisque les sociétés ne sont pas considérées en tant que personnes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les données personnelles, en fait, ça concerne bien la personne en particulier. Hein, c'était juste pour vous, voilà, pour vous sensibiliser à ça. C'est les données personnelles. On ne refait pas la structure de l'entreprise. On ne va toucher qu'aux structures qui touchent les données personnelles. Souvent, les personnes pensent qu'on vient pour organiser l'entreprise. Ce n'est pas du tout le cas. On vient juste toucher les secteurs où il y a des informations de données personnelles. Voilà. Donc, on va pouvoir continuer. Je reprends la main. Voilà. En fait, les données personnelles, les voilà, un peu dans leur ensemble. Donc, on va passer rapidement. Hein, le nom, prénom, le sexe, l'email, les IP, les cookies, les métadonnées, l'ADN, les empreintes digitales, les numéros de sécurité. Tout ça permet de vous retrouver. Les réseaux sociaux, les SMS, les photos, les dessins, les contenus, les opinions publiques, religieuses, c'est des informations personnelles aussi qui vous appartiennent. Vos diplômes, les données RH, que les RH conservent, les emails pro, les fonctions. Ça peut être aussi, les emails pro, c'est pareil, on sait vous repérer dans une entreprise. Les salaires, les impôts, les charges, les transactions commerciales. La géolocalisation, la vidéosurveillance, ça aussi, c'est des données personnelles. Quand on vous voit sur une vidéo, quand on vous voit entrer dans une entreprise, c'est normal que ces données vous appartiennent. Uber, taxi, RATP, objets connectés. Tout objet connecté, de toute façon, aujourd'hui, est censé vous représenter en données personnelles. Et enfin, la partie santé, qui est une partie très lourde en RGPD, qu'on n'abordera pas ici, mais qui demande beaucoup de contrôle. C'est les radios, l'imagerie médicale, le bien-être, le dossier médical. J'espère que je n'ai pas été trop rapide, mais j'essaie qu'on tienne dans le délai. Voilà en gros ce que sont les données personnelles aujourd'hui existantes. Donc, je vais continuer. Ensuite, on a les données personnelles, on sait ce qu'est une donnée personnelle. Après ça, on entend souvent parler de base de données personnelles. Et parfois, tout le monde ne sait pas exactement ce que ça peut représenter. Ça représente juste, c'est comme un tableau Excel, une base de données. On a des colonnes avec le nom, prénom, sexe, âge, adresse, lycée, passion. Et puis, chaque ligne va être une personne. Mais en fait, si je n'ai que par exemple, si je ne saisis que sexe masculin, âge 19 ans, adresse et le lycée et la passion au jazz, je suis capable de retrouver le nom et le prénom. Vous êtes d'accord? OK. Donc, ça veut dire que non seulement une base de données, elle n'est pas forcément nominative, mais ça va dépendre des informations qui sont à l'intérieur. Si elles permettent de retrouver nominativement la personne, Marc Pelletier en l'occurrence, on considère que ce sont des données personnelles qui doivent être sécurisées. D'accord ? Et juste si je peux me permettre de préciser, c'est vrai qu'il y a un point qui est important, c'est quand on parle base de données, on pense forcément données informatiques, mais c'est également les données qui sont conservées en papier, en fait. Oui, tout à fait. Ça, on ne l'a pas précisé au départ. Merci Sandrine. Effectivement, le RGPD, ça conserve aussi bien les données numériques que les données papier. On va y passer assez rapidement après. Enfin, on va le revoir après, mais vous allez voir que vous faites une fiche de contact. La fiche de contact, si vous la distribuez dans la rue et que vous demandez aux personnes un certain nombre d'informations, c'est comme la fiche de contact que vous mettez sur votre site internet où vous demandez aussi un certain nombre d'informations. C'est pareil. Les données peuvent être les mêmes et donc que ce soit support papier ou support numérique, c'est toujours pareil. Merci Sandrine de ce rappel.
Donc, en l'occurrence, à partir du moment où j'arrive à retrouver une personne, je suis une base de données personnelle. Ensuite, alors, on sait ce que sont les données personnelles. Maintenant, il y a un troisième point qui va être très important, c'est de savoir ce qu'est un traitement de données personnelles. Parce que là, aujourd'hui, quand on parle RGPD, on parle données personnelles, mais on parle surtout de traitement de données personnelles. Alors, le traitement de données personnelles, je vous le mets ici, c'est une opération ou un ensemble d'opérations qui portent sur les données personnelles. Alors maintenant que vous savez ce qu'est une donnée personnelle, une base de données personnelle, vous allez savoir ce qu'est le traitement des données personnelles. Et le traitement des données personnelles, voilà, c'est on prend vos données personnelles, que ce soit une collecte, un enregistrement, l'organisation de ces données, la conservation, l'adaptation de ces données, ou alors la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, le rapprochement. J'ai fait exprès de vous laisser tous les mots, parce que ça vous parlera peut-être mieux que ce que je pourrais vous expliquer. Mais voilà, ça concerne un grand nombre d'activités sur les données personnelles. Et enfin, une fois qu'on a tout ça, si en plus on communique par transmission ou diffusion ou toute forme d'autres mises à disposition, c'est ce qu'on appelle un traitement de données personnelles. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer que quand vous allez regarder ce qu'est un traitement de données personnelles dans l'entreprise, il faut garder ça en tête. D'accord ? OK. Donc là, on connaît déjà 3 termes. Donc maintenant qu'on connaît les termes utilisés, on va dire que chaque traitement de données personnelles doit avoir un objectif, une finalité et une durée de conservation. C'est le principe du RGPD. À chaque fois que vous allez avoir une donnée personnelle, il faut lui mettre ça derrière. C'est ce à quoi va servir votre registre de traitement. D'accord ? Il va vous permettre d'indiquer tout ça. Alors, l'objectif, imaginons, on parlait tout à l'heure de fiches de contact, nom, prénom, email. Et là, il faut que je sois minimaliste un petit peu dans les informations que je mets. Ça veut dire, je m'assure que les données collectées servent bien à l'objectif prévu. C'est-à-dire que là, mon objectif, c'est de faire, par exemple, un envoi d'email à des personnes. Je ne prendrai que le nom, le prénom, l'email et la religion. J'en ai pas besoin. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore, il y a 2 ans, quand on vous envoyait une fiche, on vous demandait votre nom, votre prénom, votre adresse, votre âge parfois, ce qui est interdit, qui est une donnée personnelle. On le sait, parfois on ne le sait pas. Voilà, on demandait plein d'informations complémentaires. Et en fait, derrière, on va utiliser ça pour vous envoyer un test sur la pommade Intel qui permet d'avoir les yeux encore plus beaux que beaux. Donc voilà, maintenant on a décidé qu'on donnait ce qu'on voulait comme information et qu'on était obligé de dire pourquoi on prélevait ces informations. Alors pourquoi, c'est la finalité, c'est-à-dire que pour réaliser telle action, donc là en l'occurrence c'est pour réaliser un envoi de mail à plusieurs personnes. Et enfin, la dernière information qu'on est obligé de donner, que ce soit dans le registre de traitement ou quand on va générer notre fiche, c'est de dire combien de temps on va conserver vos informations. Parce que maintenant, on a le droit de supprimer ces informations. Voilà. Donc, un traitement de données personnelles, un objectif, une finalité, une durée de conservation. Et ça, les conserver jusqu'à, pour la partie comptabilité, on a un lien à vous donner pour que vous ayez toutes les informations. Des données personnelles interdites. Alors, ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on laisserait les données personnelles entièrement autorisées. Finalement, on va en verrouiller quelques-unes, puisqu'il y en a quelques-unes, et ça a un sens, vous verrez, sur lesquelles on appellera ça des données sensibles. Alors, on va vous a fait participer, n'est-ce pas, Sandrine? Un deuxième sondage. Voilà. Donc, je vous propose lesquelles sont des données sensibles pour vous. Qu'est-ce qui vous apparaîtrait comme une donnée sensible vous concernant? Je peux le faire aussi, moi, là. Allergie, parce que les médicaments, allergie, peut-être pas, mais enfin, c'est un truc de la santé. Puis la situation familiale.
Je pense que c'est bon, on a 5 Ah, répondants. pardon, excuse-moi. Je ne vais pas renvoyer, mais je te renvoie un truc. Alors, on va afficher. Hop, Ok. les résultats. Bon, ben voilà, effectivement, l'opinion syndicale, c'est quelque chose qui est une donnée sensible. Couleur de cheveux, bien entendu, ça, c'est un peu différent, non, en l'occurrence. La condamnation pénale, bien entendu. Ce sont des données sensibles. Les allergies, c'est une donnée de santé. Donc, ça reste quand même une donnée sensible. Les situations familiales, ça fait pas complètement partie, mais qu'est-ce que Sandrine, juste une question, la situation familiale, c'est moi qui l'ai mis ça. Oui, me semble. Ouais, c'est ça. Parce que normalement, c'est pas une donnée sensible, je crois. Enfin, j'en crois, j'en suis sûr. C'était peut-être pour mettre comme la couleur des cheveux. Je pense que j'ai mis ça. Désolé. Effectivement, c'est pas une donnée sensible, la situation familiale. L'empreinte digitale, bien sûr, c'est une donnée sensible. Et l'opinion politique, c'est une donnée sensible. Mais juste, je fais une petite parenthèse. L'opinion syndicale et l'opinion politique, ça reste une donnée sensible si ce n'est pas mis ouvert au public. C'est-à-dire, j'entends par là que, par exemple, l'opinion politique de monsieur un tel, si il affiche que c'est le maire de la ville et qu'il affiche être LRM ou socialiste, c'est dans le journal et on a le droit d'utiliser ces informations. À partir du moment où la personne est d'accord pour que ce soit publié et public. D'accord? Voilà. Merci pour... J'ai vu qu'on avait une question. Oui, qui concernait la durée de conservation. Oui. Le fait que le temps de conservation est souvent court au regard des besoins, que le fait d'effacer des données pouvait générer des pertes d'informations. D'accord. Bon, on va continuer à avancer. Donc, la réalité, les données personnelles, je vous les montre. Voilà. Les sensibles qu'on n'a pas le droit de relever. Voilà, oui. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est la collecte qui est interdite, c'est-à-dire qu'on n'a jamais le droit d'utiliser ces informations-là. L'origine raciale ou ethnique, les orientations sexuelles, les convictions religieuses ou philosophiques, les opinions politiques, on l'a vu, les opinions syndicales également, l'état de santé, les données biométriques, les données génétiques et les condamnations pénales. Ces données-là sont des données, normalement, on ne serait pas censé les relever. Et surtout, quand on parlera un peu plus loin de la RH, il faut faire attention à ces informations-là parce qu'elles peuvent être source vraiment d'embêtement assez large. Voilà. Juste pour précision, parce que je ne crois pas l'avoir dit au départ, on vous transmettra le support de la présentation. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout noter. On a bien fait de ne pas le dire dès le départ, comme ça, ça a occupé plein de monde. Voilà. Donc, voilà les données personnelles qui sont interdites. Je vais reprendre la main avec ma petite souris. J'ai compris comment ça marchait. Voilà. Alors, dernière chose, il faut permettre aux personnes d'exercer facilement leurs droits aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les informations que vous allez stocker aujourd'hui, qu'elles soient des informations internes RH ou des informations externes. Alors, en interne RH, en général, on ne va pas vous demander de supprimer votre adresse et le numéro de téléphone de contact. En général, on ne touche pas à ces parties-là. Mais sur toute la partie externe, les fichiers que vous récupérez, les personnes, une fois qu'ils vous ont donné leur nom, leur prénom et leur numéro de téléphone, ils peuvent soit aller rechercher ces informations-là, soit les modifier, soit dire je ne veux plus que vous les utilisiez, soit dire je veux que vous le supprimiez. Ils doivent avoir un moyen d'exercer leurs droits sur leurs données. Et ça, il suffit de quelque chose de très simple. Vous mettez une adresse de contact sur votre association ou votre environnement.
juste pour que quand vous mettez à disposition des fiches, vous mettiez en dessous, en cas pour toute personne voulant exercer son droit sur ses données personnelles, merci de nous contacter à telle adresse mail. Et il va vous envoyer un mail. Et dans ce cas-là, vous répondez à ce mail. Et comme ça, tout se passe bien. C'est la meilleure des solutions par rapport à tout ce qu'on a essayé. Au moins, d'abord, la personne n'a pas l'impression de tomber dans le vide quand elle vous envoie une demande et vous lui renvoyez l'information. Et derrière, vous avez un mois pour faire les choses et éventuellement que la personne soit avertie que ça y est, c'est fait, on lui a retiré ses informations. Il y a Anne Savignon qui voulait poser une question. Oui. Là, c'est quand il s'agit d'échanges, notamment par mail ou de documents, mais quand on fait un échange oral par téléphone, on collecte des données. On garde ces données parce qu'on nous demande ensuite un suivi, un traitement des dossiers. Oui. Les personnes, on ne peut pas leur donner... c'est difficile de leur expliquer oralement et on n'a pas de retour écrit de leur part, une validation. Comment on procède? Là, c'est essentiellement dans le cadre où une personne voudrait vous dire, voilà, je quitte l'association, je veux que mes données soient effacées. Là, on parle de ce cadre-là. Hein. D'accord. Donc, c'est après coup. C'est après coup, les personnes peuvent nous recontacter en disant, je sais que vous avez collecté mes données, voilà. je veux qu'elles soient effacées. Exactement, exactement. Et c'est là où vous ne perdez pas d'énergie en les prenant au téléphone, où ils vont vous raconter pendant 2 heures la recette du lapin avant de vous poser la question. Ce que j'entends par là, c'est que ça va vous faire gagner aussi du temps passé au téléphone si vous leur mettez des adresses de contact par email. Voilà, mais c'était une petite astuce que je vous donnais. Après ça, on peut le traiter comme on veut. Hein. Voilà, je continue à avancer parce que le temps nous est compté, je vois. Donc, ça, il faut que les personnes exercent facilement leurs droits. Petit rappel sur les freins de la mise en conformité aujourd'hui en entreprise, dans le dernier sondage qui avait été fait. 29% des cas, les entreprises sont mal informées. Sur une organisation sur 4, il y a un manque de temps et il y a un manque de ressources en interne pour appliquer le RGPD. Et 56%, la plupart des personnes ne sont pas au fait de ce qu'on peut faire en sécurité ou en protection. Et alors, je vais insister là-dessus de façon simple. Parce que le RGPD, ce n'est pas remettre à plat son informatique ou tout le système. C'est ajuster à certains endroits où on voit qu'il y a des données personnelles, mais juste ajuster. Il n'y a pas d'investissement financier à faire en plus normalement. C'est juste de l'ajustement et ajuster aux bons endroits. Voilà, ça, c'est les freins à l'adoption du RGPD du côté des entreprises. Ensuite, petite info chiffrée aussi, les manquements constatés par la CNIL. Alors, aujourd'hui, le top 3 des manquements les plus sanctionnés, c'est défaut d'information en interne, c'est-à-dire que les utilisateurs ne sont pas du tout informés. Il n'y a pas d'information, ne serait-ce que sur le panneau de l'entreprise qui dit telle et telle chose. Concernant le RGPD, non, il n'y a aucune information. 25%, la sécurité est insuffisante. Donc souvent, quand ils rentrent en entreprise, la CNIL, la première chose qu'ils font, ils vont regarder les registres de traitement, ils regardent en face ce qu'on a mis, et ils considèrent que dans 25% des cas, ce n'est pas suffisant sur les données personnelles existantes dans l'entreprise. Et 13%, non-respect des droits des personnes, comme je vous le disais tout à l'heure. Un petit mail suffit à éviter ça. C'est-à-dire qu'ils sont très vigilants là-dessus parce qu'ils sont contactés régulièrement, la CNIL. Et au bout quand ils ont 50 ou 60 personnes qui leur disent « j'ai demandé qu'on supprime mes données, j'ai jamais eu de réponse », et voilà, on se retrouve avec la CNIL qui nous envoie un petit courrier. Bon, c'est pas grand-chose, mais on peut l'éviter. Ensuite, les plaintes. Les plaintes, évolution du nombre de plaintes en 2015. Depuis 2015, pardon. On voit bien que l'application du RGPD à mi-2018 a entraîné une augmentation. Aujourd'hui, en 2019, on était à 14 000, sachant que le point annuel est fait tous les mois de juin de chaque année pour le RGPD. On aura les chiffres 2020 au mois de juin, mais je pense que ça a encore augmenté puisque les gens aiment bien se plaindre. Et puis, ils ont eu le temps de se plaindre là, pendant le Covid.
Les secteurs les plus touchés, c'est en ordre décroissant de secteurs. Le secteur le plus touché, c'est Internet. Les secteurs commerciaux, les secteurs police-justice qui sont, comment dire, qui reçoivent plainte sur la information personnelles sont traitées aussi bien à la police qu'à la justice. Voilà. Toc. Ensuite, quelle est la chaîne répressive à disposition de la CNIL? En fait, on s'aperçoit que ils peuvent intervenir, le contrôle sur place, en ligne, sur convocation, sur pièce. Ils peuvent répondre à des signalements qui ont été faits par des plaintes, des autosaisines. Mais derrière ça, il faut savoir que la CNIL, elle a 4 étapes, 4 niveaux avant de faire une amende. Donc, quand vous voyez qu'il y a des amendes qui sont mises, ça veut dire qu'il y a eu 4 étapes de franchies par l'entreprise qui n'a pas répondu à la première demande, qui n'a pas répondu à la deuxième, qui n'a pas répondu à la troisième, à la quatrième, malheureusement, ça tombe. Mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, si vous faites les choses que vous demande la CNIL, si jamais un jour, et je dis bien si jamais vous avez un contrôle, voilà, il n'y a pas de souci, ça va rester, il n'y aura rien, il n'y aura pas d'intervention. Voilà, donc il faut savoir qu'ils ont beaucoup de possibilités, mais que derrière ça, ils prennent le temps de vous informer, de vous demander des choses, et si vous répondez à ce qu'ils vous demandent, voilà, vous avez le temps de répondre à ce qu'ils vous demandent, et puis tout va très bien. Ensuite, voilà. Donc, le mieux, si vous voulez, pour ce type de traitement, c'est d'être accompagné pour la mise en conformité. Pourquoi? Parce que la première raison, et ça répond à des questions qu'on a souvent eues, d'abord, il y a un manque de temps, de ressources internes, ça c'est sûr, de connaissance du sujet et de visibilité. C'est évident qu'on n'a pas le temps à consacrer à toute cette partie RGPD. Et pourtant, elle est prédominante dans les esprits aujourd'hui. Mettre en place des procédures prenant en compte la réalité de l'activité. Le RGPD qu'on va appliquer dans telle entreprise d'aéronautique, ce n'est pas celle qu'on va appliquer chez la personne qui vend des meubles ou autre chose. Je veux dire, chaque activité doit être prise en compte. Et ça, c'est très important, d'adapter les procédures à une activité. On ne débarque pas avec la procédure pour l'activité telle que je vais remettre telle quelle. C'est très important de faire attention à ça. Vous avez des personnes qui peuvent... Prenez ça en compte. Préserver l'humain, les habitudes de travail et la productivité de l'entreprise. On se bat, moi je me bats tous les jours pour ça. C'est que quand vous arrivez avec des personnes qui sont là, qui font des choses depuis 10 ans d'une certaine façon, on ne remet pas tout à plat. On voit avec elles de quelle façon on pourrait faire que ça tienne dans ce système-là. Voilà. On voit ça avec elles et on les fait participer à tout ça pour qu'elles intègrent les choses. Et souvent, au bout d'un certain temps, elles ont des automatismes qui font que parfois, elles vous montrent quelque chose que vous n'avez pas forcément vu. Elles vont vous dire, ça, tu vois, je l'ai fait comme ça maintenant parce que c'est plus sécurisé. J'ai dit, oui, et oui, il faut continuer comme ça. Donc, la sensibilisation, elle doit être permanente en interne. Quelqu'un a utilisé la souris. Hein. Ne pas imposer, mais transmettre les compétences aux responsables de traitement et aux utilisateurs. Ça aussi, c'est très important, de transmettre un maximum d'informations en permanence, en interne, pour que les gens aient l'impression la sensation quand même que voilà, le sujet, c'est un sujet qui est là, présent, et il faut le suivre au quotidien. L'avantage aussi d'être accompagné, c'est que l'intervenant extérieur, il n'est pas parti pris. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que c'est plus compliqué de recueillir des informations ou même d'accompagner, de mettre en place des évolutions. C'est plus compliqué quand on est responsable de tel service dans l'entreprise que quand on est quelqu'un de l'extérieur et qui vient accompagner ces personnes-là à évoluer. Je peux vous assurer que ça change tout et ça va beaucoup plus vite. Il y a moins de questions, il y a plus
Enfin, voilà, c'est plus fluide. Les gens se lâchent plus, ils disent bah oui, alors moi je fais ça de telle façon avec mon fichier Excel, etc., etc. Mais il n'osera pas forcément le dire à son chef parce qu'il va se dire ah bah non, je fais peut-être mal, alors donc il ne va pas tout dire. Alors que nous, enfin, quand on intervient quelque part, bah, c'est très naturel, la personne s'ouvre complètement et est contente de montrer justement de quelle façon elle procède. Elle est contente parfois même de dire je ne procède pas comme mon collègue qui est juste à côté, moi je fais comme ça et comme ça. Et nous, ça nous permet d'avoir une cartographie très claire, très propre de l'ensemble. Donc, à partir de là, comment mettre tout ça en place? Ben, la procédure, elle est simple. Il faut que vous partiez un petit peu sur ce type de procédure, je pense, c'est-à-dire avoir 6 étapes bien construites. Et derrière ça, alors, il faut avoir du temps pour le faire, bien entendu, mais nous, moi, je réalise ça en moyenne sur 2 mois calendaires. C'est-à-dire que ça prend je sais pas, ça dépend de la dimension, mais en général, voilà, en 2 mois, on a terminé parce qu'on respecte aussi les possibilités des personnes qu'on rencontre à l'intérieur de l'entreprise. On essaye aussi, quand on fait les accompagnements de registre, bah, de suivre un peu aussi les disponibilités et la productivité de l'entreprise. Donc, voilà, c'est pour ça que ça dure 2 mois. Ça pourrait tenir en 5 jours. Hein. Mais on préfère laisser de la place. Donc, 2 mois calendaires, ça permet, en ressortant de là, bah, d'avoir ces registres de traitement et d'être capable, face à la CNIL, de tenir un discours en disant voilà, je suis RGPD. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bah, les 6 étapes. Bah, la formation initiale qui est très importante, puisqu'elle va permettre, comme je vous l'ai fait là, juste au début, de vous expliquer la terminologie avant de se lancer dans les procédures. La deuxième étape importante, c'est la cartographie. Ça, c'est ce qu'il va y avoir aussi de très… on va y passer du temps, enfin, on y passe du temps. Quand vous le faites, vous y avez sûrement passé du temps. C'est de répertorier les données personnelles qui sont utilisées dans l'entreprise et les traitements qui sont faits dessus, actuels. Une fois qu'on a fait ça, en 3, on a la priorité des traitements. Donc, on va regarder tous les traitements existants, puis on va dire, ben voilà, ceux-là, ils sont dangereux parce qu'il y a beaucoup de données personnelles derrière. Et dessus, on va gérer les risques et éventuellement des analyses plus approfondies qu'on appelle AIPD, mais je ne vais pas vous perdre tout de suite, qui sont dans certains cas, mais vous n'êtes pas concernés, je pense. Ensuite, on a les processus qu'on va mettre en place, les nouveaux processus de traitement qu'on va déterminer avec les utilisateurs pour que ça rentre dans les cases. On n'est pas obligé de rentrer au millimètre. Comme je vous disais tout à l'heure, on va régler de façon à ce que ça corresponde, mais sans en faire trop non plus pour ne pas refaire le monde. Et enfin, on va remplir les registres de traitement et on va remplir les registres de sous-traitants. La deuxième partie, c'est la dernière partie de l'intervention sur laquelle vous devez être… il faut suivre, à mon avis, cette approche parce qu'elle vous donne tous les écueils. Souvent, on n'intègre pas bien la RH dans tout ça, alors que la RH, que ce soit la RH, compta, paye, c'est des services qui sont très, très impactés. D'abord, il y a des avenants contractuels pour les salariés. Je ne sais pas si vous avez fait des chartes RGPD ou des avenants contractuels. En tout cas, c'est des choses qu'il faut que vous fassiez absolument. Ensuite, la deuxième partie, c'est les règlements intérieurs et les chartes informatiques. Si vous avez les deux, tant mieux, mais il faut absolument intégrer le RGPD à ces règlements intérieurs et à la charte informatique. Deuxième chose, les avenants contractuels. Alors, les avenants contractuels, ils concernent aussi les sous-traitants et vous en tant que sous-traitant, parce que vous-même, vous avez des sous-traitants, mais vous êtes aussi sous-traitant d'autres entreprises. Et ça demande de faire un avenant qui détaille bien pourquoi vous lui envoyez les données personnelles sur telle activité, et ça, vous êtes obligé de le faire pour chaque traitement de données. Et ça, si ce n'est pas fait, par contre, vous n'êtes pas RGPD. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut tout refaire, mais il faut y penser là maintenant, il faut penser à intégrer ça aujourd'hui dans les avenants dans les contrats que vous faites avec vos sous-traitants. Et enfin, dernière partie, c'est plus informatique, les cookies, les chartes qui sont sur les sites Internet.
Et les formulaires, hein, que ce soit support papier, interne ou externe, c'est pareil, il faut intégrer des chartes particulières de façon à bien expliquer à chaque fois pourquoi je reprends les données, quelle est la finalité, hein, comme je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, et combien de temps je les garde. Et ça, il faut le faire pour chaque formule. Voilà. En conclusion, c'est la dernière slide. Je suis pratiquement dans les délais, excusez-moi, j'ai dépassé légèrement. Voilà, il faut vérifier des points importants, la finalité, la minimisation, pardon, je vais y arriver. Ça veut dire quoi la minimisation? C'est-à-dire, comme on a vu sur le formulaire tout à l'heure, vous savez, on a demandé la religion, mais non, on n'en a pas besoin pour ça. Donc, il faut minimiser les données qu'on va chercher lors de la collecte des données personnelles. Bien informer, laisser le droit des personnes de supprimer leurs données, donc notre petit lien email dont je vous parlais tout à l'heure, la transparence et la responsabilisation au sein de l'entreprise des données personnelles, c'est-à-dire qu'on doit responsabiliser tout le monde, et la sécurité, bien entendu, de vos outils informatiques aussi, mais après ça, si vous avez des mots de passe que vous changez assez régulièrement, il n'y a pas de problème. Ensuite, bien entendu, le registre de traitement et le registre de sous-traitants doivent être remplis. Ça, il faut le garder en tête. C'est le plus important. Gardez en tête aussi le rôle important de la RH. C'est elle qui prédomine un peu dans cette histoire de RGPD et parfois on les oublie complètement. La mise en place de procédures adaptées à votre activité en respectant l'humain et la productivité. Ça aussi, il ne faut pas que le RGPD amène des coupures de production ou des coupures de… Non, il faut que cette mise en place du RGPD s'intègre totalement à votre activité. Et le respect de l'humain, parce que chacun, bien entendu, a ses jours. Il y a des jours où on est capable de réfléchir sur la cartographie, il y a d'autres jours où on n'est pas capable. Bon, voilà, il faut prendre quelqu'un qui s'adapte à ces deux aspects, parce que l'humain a beaucoup d'importance, et surtout dans les périodes dans lesquelles on est. La prise en considération du télétravail, n'oubliez pas ça. Voilà. Et enfin, informer et responsabiliser chacun au quotidien. C'est important de remettre une petite couche de temps en temps. Mais surtout, l'implication de toute la structure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on, du salarié de base jusqu'à la direction, tout le monde se sente bien impliqué, parce que s'il y en a qui l'appliquent et d'autres qui ne l'appliquent pas, c'est impossible de changer les méthodologies de façon suffisamment facile. Donc voilà, implication de toute la structure, j'insiste bien là-dessus parce que parfois, il y a des entreprises où chacun fait un peu comme il veut, mais dès que c'est uniformisé, ça marche très très vite. Voilà, je suis désolé d'avoir pris un peu de temps en plus. Je ne sais pas s'il reste du monde. On n'a perdu personne, a priori. Et puis, comme on avait commencé un petit peu en retard… Ouais, je suis désolé. Hein. Bon, okay, non, il n'y a pas de souci. Je peux arrêter du coup la diffusion? Oui, bien sûr. En mode normal. Il y avait Anne qui demandait éventuellement d'avoir des exemples de mentions à faire apparaître sur les mails, sur les sites Internet. Oui, bien sûr. Donc, je dis qu'on pourrait peut-être en envoyer par mail avec le support. Qu'elle nous envoie. Enfin, oui, j'ai ces coordonnées. On a les adresses mail de tout le monde, de toute façon. Pas de souci. Oui, d'accord. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires. C'est un sujet assez vaste. Hein, oui, c'est un sujet assez vaste qu'on a essayé de réduire au maximum, mais bien entendu, tout ça, c'est personnalisé à votre activité. C'est vrai que là, on donne les grandes lignes avec de l'expérience quand même derrière. J'ai essayé de vous transmettre un maximum d'expérience, mais ça ne correspondra jamais exactement, comme je disais tout à l'heure, il faut adapter le RGPD à votre environnement. Et voilà. On est disponible, enfin, moi je suis disponible pour vous aider si vous avez des soucis particuliers. Et est-ce que du coup vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de réagir ou est-ce qu'on s'arrête
Ouais, juste rapidement, Oui. vous avez dit que c'était pas, fallait un peu le démystifier, que c'était pas si compliqué, mais pour moi, ça semble quand même toujours assez compliqué. Ah, mince, alors c'est que ma présentation n'a pas réussi. Ok, parce que vous êtes, ce qui vous paraît encore compliqué, c'est quoi vous avez compris à peu près l'aspect données personnelles? Oui, non, je veux dire, à comprendre, théoriquement, c'est pas quelque chose qui est trop complexe, mais je veux dire, en termes de processus à mettre en œuvre, il faut vraiment avoir une prise de conscience sur chaque donnée, que c'est une donnée, qu'il faut la protéger, il faut une personne soit responsable. Enfin, tout ce que vous avez expliqué, le processus est beaucoup plus lourd que ce que j'imaginais, même si techniquement, c'est pas compliqué. Alors, c'est plus lourd. Alors, oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas un document qu'on va signer en bas disant vous êtes en conformité. Vous voyez, parce qu'il y a quelques temps, on était convoqué par des entreprises qui nous disaient voilà, vous pouvez me donner le document pour dire que je suis bien en conformité. Ça a commencé comme ça. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Je crois qu'il y a une prise de conscience plus importante qu'avant. Donc là, vous venez de la faire, c'est bien. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des étapes, je vous les ai données, les étapes, elles ne sont pas si compliquées que ça. Ce qu'elles demandent, c'est de l'énergie et du temps. Voilà, c'est tout. Oui, et puis je pense de la rigueur dans la mise en application. Oui, de la rigueur. Pour être impliqué dans le processus. Et c'est vrai que je vois la demande qu'a faite Anne Savignon de dire est-ce qu'on peut avoir un modèle de qu'est-ce qu'on met sur notre site internet, qu'est-ce qu'on met sur les mails. Je dirais que c'est un début, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que derrière, il faut quand même pouvoir, si on donne la possibilité aux personnes de se rétracter, ça veut dire qu'en interne, il faut qu'il y ait un processus pour ça. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir donner accès aux informations et puis savoir qui est le référent, qu'est-ce qu'on donne comme adresse mail. Enfin, ça nécessite quand même de mettre en place, du coup, comme tu disais, des processus. Ça fait partie en fait de l'organisation. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des moyens d'agir qui sont assez diverses. Il y a besoin d'intervenir sur différents plans. Et je pense aussi, du coup, comme tu disais, de prioriser aussi par rapport à l'organisation interne et par rapport au type de structure. Tout à fait. Il faut prioriser, mais il faut savoir aussi que ce n'est pas si compliqué que ça de rentrer dans le cadre du RGPD. Comme je disais tout à l'heure, on prend l'exemple que je t'ai donné, que tu viens de reprendre sur… pardon. J'ai perdu, secours. Non, on parlait d'effacer les données, non Oui, voilà, d'effacer les données. Cet exemple-là, si tu veux, il est représentatif. Tu as des entreprises, ça fait 1 an qu'ils sont dessus parce qu'ils ont demandé au service informatique de leur faire un système super génial qui permet à l'utilisateur de rentrer directement avec un code d'accès, un mot de passe et d'aller modifier ou supprimer ses données. Et puis, tu as l'autre entreprise à côté qui a demandé juste, comme je te disais, un email de contact, contact RGPD, ça s'appelle. Il envoie dessus toutes les demandes. Et puis, la personne qui est au bout du fil, en général, il n'y a personne, on met une réponse automatique. Merci de nous avoir envoyé cette demande, nous la traiterons sous les meilleurs délais. Et puis après ça, il y a une personne, une fois tous les 10 jours, elle fait le traitement de supprimer manuellement dans les bases. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Voilà, il ne faut pas imaginer des choses très compliquées pour répondre aux attentes du RGPD. C'est ça que j'aurais voulu, que je veux surtout faire passer. Voilà, il y a d'autres questions ou d'autres points noirs concernant les associations, je ne sais pas si vous êtes toujours là, madame. Il y a madame Dubois. Oui, je ne sais pas si elle est toujours là. Oui, je suis toujours là, je vous écoute. Alors, et pour les associations, c'est pareil, voilà, faut pas non plus trop complexifier les choses. Faut donner un petit modèle. Il y a un modèle de saisie qu'il faut mettre en place, et puis à partir de là, après ça. Si vous voulez, nous, on travaille sur le logiciel Excel déjà, donc on a un tableau de suivi global des personnes qu'on rencontre au niveau du comité local. Oui. Donc là, c'est vrai qu'il y a tout un tas de données personnelles. Après, on a, là, jusqu'à maintenant, les numéros de sécurité sociale, par exemple, on ne prenait pas. C'est une question qu'on se pose, comme le casier judiciaire. Je commence à me poser aussi la question de savoir… Voilà, ce qu'il faut voir, c'est quelles informations vous avez réellement besoin.
Exactement. Donc, du coup, éventuellement, le casier judiciaire, c'est une question que je me suis posée récemment. Alors, vous n'avez pas le droit, hein, je vous le dis. On n'a pas le droit. C'est l'extrait de casier judiciaire, c'est à l'embauche, je crois. Ouais, C'est pas, mais nous, on peut pas. on n'est pas censé les garder dans les dossiers. Des On est personnes. censé les détruire. Toutes ces données sensibles, c'est pour ça que c'est important qu'on vous les cite. Toutes ces données sensibles, vous n'êtes pas censé les conserver. Et le numéro de sécurité sociale non plus. Si, le numéro de sécurité sociale, vous l'avez sur les feuilles de C'est paye. moins sensible. Ouais. Mais par contre, voilà, il faut limiter vraiment aux informations dont vous avez besoin pour réaliser, je ne sais pas ce que vous réalisez derrière, mais pour réaliser votre action. Que du coup, à la limite, moi, par rapport à ça, si vous voulez, nous, au niveau du comité local, on reçoit les personnes dans un premier temps et on vérifie leur éligibilité et leur profil pour intégrer l'entreprise EBE58. Donc après, c'est l'EBE58 qui est vraiment l'entreprise qui emploie, qui, elle, par contre, a forcément le dossier salarié et qui peut éventuellement être amenée à demander un casier d'extrait judiciaire. Mais c'est que nous, à ce moment-là, non. Moi, par contre, ce qui à limite la question à un moment donné que je me suis posée, c'est au niveau de la conservation des données. Savoir comment on intervient si une personne me contacte pour me demander de supprimer toutes ces infos. Moi, ça me pose un problème, puisque dans l'expérimentation, le but du jeu, c'est de garder aussi une trace de toutes les personnes. Il faut que ce soit anonymisé dans ce cas-là. Voilà. Pas anonymisé. Voilà, il y a une autre solution, c'est d'anonymiser les données si vous voulez les réutiliser derrière à des fins de statistiques. C'est ça. Moi, après, ce qu'il me faut vraiment à la fin, c'est à la limite éventuellement à peu près l'âge de la personne et puis sa commune. Après, c'est vrai qu'au niveau du nom, du prénom… mais si vous avez l'âge de la personne et la commune, oui. Voilà, ce que je veux dire, c'est après, il ne faut pas non plus… c'est là où je vous disais, il faut trouver les petites solutions qui vous permettent de rentrer dedans. Si vous n'avez que la commune et le nom, c'est bon. Hein. Ne cherchez pas trop. Hein. Non, c'est sûr. Moi, je pense que… Non, mais après, c'est là où il ne faut pas non plus s'en mettre trop sur le dos. Faut trouver parce qu'on a déjà, moi j'ai déjà été amenée en plus à transmettre des listes de personnes anonymisées pour des chercheurs, voilà, qui ont fait des études statistiques. Mais après, ça, vous pouvez continuer à vous pouvez continuer à le faire à partir du moment où c'est anonymisé, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a rien d'insurmontable, mais c'est vrai que c'est toute une règle. Puis alors, du coup, ça va vous parler de télétravail. Je suis en télétravail. La personne qui anime la liste est en télétravail aussi. Donc, on se fait confiance, mais c'est vrai que vous parliez d'un petit… C'est-à-dire qu'il y a une chose très simple. Hein. Pour rentrer dans les cordes, vous mettez un mot de passe sur votre fichier et puis point. Hein. C'est fini. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas chercher trop non plus, trop compliqué. Ne serait-ce que ça, déjà, vous rentrez plus dans les cases. Et pour peu que vous soyez sur vous utilisez peut-être mail ou je ne sais pas, peut-être sur le cloud. Oui, sur le OneDrive. Depuis peu, et puis… Voilà. Si vous êtes sur OneDrive, en plus, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de données sur votre ordinateur, donc vous ne pouvez pas dire qu'on va vous voler des informations sur votre ordinateur. En général, les boîtes mail sont stockées aussi en cloud maintenant. Donc, vous éliminez un énorme pourcentage d'embêtements à cause du RGPD. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, mais c'est ça qu'il faut bien avoir en tête ce que vous allez faire, ce que vous voyez, la cartographie des informations que vous faites transiter, les traitements que vous avez. Et à partir de là, vous allez voir, quand la cartographie est faite, tout devient clair. Hein. Je vais vous dire pour qui que ce soit. Donc, vous rentrez dans une entreprise, vous faites la cartographie, déjà, vous savez, dès que les cartographies sont finies par le secteur d'activité en général, vous savez très bien quelles vont être les priorités. Souvent, l'entreprise ou le responsable découvre des choses, parce qu'on découvre énormément de choses en faisant ces cartographies. Des sources de données qui ne sont pas exploitées. Des données que vous avez, vous qui aimez bien travailler avec les données, c'est incroyable ce qu'on trouve en entreprise aujourd'hui. Hein. Des données qui dorment depuis des années, mais bon. Reproduites et recopiées 15 fois sur 15 postes différents et pas à jour. C'est ça. C'est ça. Ouais, je connais bien le problème. Voilà. En tout cas, s'il y a des besoins de ce côté-là, n'hésitez pas à m'appeler pour vous donner des conseils.
Très bien, bon, on vous remercie. C'était avec grand plaisir en tout cas. Il y a eu pas mal de questions et c'était bien d'être en petit comité en plus. Ça laisse la place à l'échange. Je ne sais pas si du coup il y a d'autres questions. Non, moi c'est surtout il faut qu'on fasse un grand feu au milieu de la cour parce que c'est des données. Oui. Par exemple, là, moi j'ai des salariés dans notre entreprise qui sont là depuis très longtemps. Oui. Et régulièrement, par exemple, il y en a eu un il n'y a pas longtemps. Il n'avait pas gardé ses feuilles de paye il y a 30 ans. Et donc, si on ne les avait pas eues, il n'aurait pas pu refaire son dossier retraite. C'est un exemple tout bête. Et si on les avait brûlés, moi, j'ai toujours été informatisée, et le système informatique avec les bandes de sauvegarde d'il y a 30 ans, je suis incapable de les remonter à l'heure actuelle. Donc, tout ça, c'est un peu aussi dangereux parce que, bon, effectivement, des salariés qui restent 40 ans dans des boîtes, il n'y en a plus. Mais bon, cette personne-là, on lui a remonté toutes ces années que la MSA ne lui avait pas compté pour sa retraite. Et si on n'avait pas eu les feuilles de paye, il n'avait aucun moyen de se justifier, quoi. Oui, je regarderai ça. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a les obligations, enfin, ce qu'on appelle les obligations légales. Après ça, j'ai pas. Les RH, a priori, c'est 5 ans, c'est pas plus. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, les feuilles de paye, j'ai lu que sur support magnétique, on pouvait garder ça 50 ans, j'ai lu quelque part. Alors, mais si c'est stocké, oui. Oui, mais 50 ans, vous avez. Moi, j'ai changé. 3 fois de système, oui. Et ben voilà. Donc, oui, bien sûr. Les sauvegardes ne vont plus. Alors, tout ça, bon. Alors, effectivement, on a encore certains documents de paye ou de salariés ici qui ont plus de 20 ans de maison. Hein. Donc, on n'est pas dans les clous, si vous voulez. Oui, mais bon. Sauf peut-être si je demande l'autorisation. Oui. Sauf si mes salariés sont au courant et sont d'accord. Oui, mais ça suppose que oui. Mais c'est quelque chose qu'il faut étudier. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Parce que moi, je veux bien tout brûler, hein, mais bon. Non, le faites pas. Oui, mais... Le faites pas. Donc, effectivement, que si sur mon registre de RGPD, je mets que j'ai 40 ans de feuilles de paye de salariés qui sont là, je ne vais pas être dans les clous. Et ça, c'est un exemple. C'est un exemple type, mais bon, par exemple, sur la pénibilité, nous, dans notre entreprise, il y a un travail de fait depuis des années. Oui. Il peut y avoir effectivement aussi la faute inexcusable de l'employeur. Oui. Donc ça, c'est des données effectivement du travail de chacun, de chaque salarié, qui est obligé quand même d'être nominatif parce que la personne qui reste là 25 ans, à un moment donné, je vais bien être obligée de dire non, il ne peut pas y avoir pénibilité parce qu'il avait un siège de taille, parce qu'il y avait le sécateur électrique et des choses comme ça. Et ces données-là, qu'on nous demande, qu'on nous oblige de faire. Hein. Surtout ce qui est le travail de pénibilité, ça, je ne sais pas comment traiter ça. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est un sujet que je vais regarder un petit peu parce que ça m'intéresse. C'est vrai que alors moi, j'ai des la pénibilité, je n'ai jamais abordé vraiment. Parce que c'est vrai que maintenant, dans les entreprises, en général, les gens ne restent pas trop longtemps. Moi, j'ai des salariés de 20 ans, 25 ans, avec des fiches. Alors, des fiches de formation. Bon, ça, les fiches de formation, on pourrait éventuellement les garder. Mais bon, j'ai des certificats que je suis obligée quand même de garder pour voir leur formation. On a quand même pas mal de documents. Ça voudrait dire qu'il faut faire des archives numérisées sur ça. Voilà. Oui, mais enfin, est-ce que le numérique, c'est plus sérieux que le papier quand on voit qu'OVH a brûlé? Enfin bon. Après ça, oui, mais voilà, malheureusement, c'est jamais parfait, quoi. Mais en tout cas, vous pouvez garder jusqu'à 50 ans d'historique. Ouais. Jusqu'à 50 ans, mais à partir du moment où c'est vraiment stocké sur du numérique, quoi. Voilà. Ouais. Donc,
Donc, soit vous faites appel à quelqu'un qui vous scanne toutes vos feuilles de paye sur 50 ans et qui reprend vos anciens stockages de données, mais ce qui ne va pas être évident parce que si vous avez des bandes de 50 cm de diamètre à rentrer dans un lecteur CD, ça va Ah être oui, difficile. non, mais je veux même pas imaginer de faire ça. Hein, Non, mais par contre, si vous avez des archives papier, voilà, c'est pour les gens qui sont encore là. Je parle de cas ponctuels, hein. Oui, Vous ne faites pas tout, mais vous stockez rapidement tout ça. Vous avez des photocopieurs numériques, non, c'est ça? Oui. Vous pouvez numériser éventuellement. J'ai des solutions. Enfin, Oui. on a des Oui, parce que solutions. papier, c'est pas possible, papier. Papier, si, vous pouvez, mais faut que ce soit stocké dans un endroit fermé, c'est tout. Oui, ben ça évidemment. De Fermé préférence. avec alarme, oui, fermé avec Voilà. alarme. Mais voilà, après ça, il faut être sûr, c'est pareil, que ça ne brûle pas, etc. Donc, c'est Oui, vrai que quand c'est oui, c'est on compliqué. retombe sur les mêmes problématiques. Oui. Mais voilà, sinon, pour les cas qui vous posent problème, là, moi, je rescannerai les fiches de bulletins. paie. Ouais, ça sera un peu de temps à passer, mais d'un autre côté, ça vous supprimera cet écueil. Oui. OK. Merci. Voilà. Merci. Merci. Avec plaisir. Merci. C'est bien. Très bien. Écoutez, je ne sais pas si quelqu'un veut encore intervenir. Tout est à peu près clair. Alors, je laisse Sandrine faire la clôture. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on vous enverra de toute façon, on a vos adresses mail donc, dans nos fichiers. Ils sont protégés. Qui sont évidemment protégés chez OVH. Toute ironie, on a nous été quand même concernés par. Heureusement qu'on avait des copies de nos serveurs parce que du coup, on a été un peu impactés. Bref, du coup, on vous enverra là, le support de la présentation et puis voilà les différentes coordonnées. Et si vous avez d'autres questions, parce qu'on voit bien que la question, de toute façon, ne va pas se régler là en 1 heure, hein, évidemment. Mais en tout cas, l'idée, c'était de pouvoir vous accompagner au moins sur soit le démarrage, soit l'évolution de votre démarche et puis de conforter un petit peu l'état d'avancement de votre mise en conformité. Voilà. Donc, on vous remercie en tout cas de votre participation. Et puis, on vous enverra aussi le lien vers alors plutôt dans un second temps, je pense, vers la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez aller éventuellement le partager avec d'autres si vous le voulez. OK. Merci beaucoup. Merci à vous de votre participation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.